Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée au logiciel Blender. Vidéo un petit peu particulière parce que la nouvelle version 2.92 est officiellement sortie. Elle est gratuite, elle est libre en téléchargement et surtout elle est stable sur le site de Blender, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ils ont rajouté pas mal de fonctionnalités. Comme d'habitude dans mes vidéos sur la nouvelle version, dans un premier temps, je vais vous montrer directement dans Blender les fonctionnalités que j'ai jugées principales, intéressantes et facilement montrables. Et celles que je ne peux pas vous montrer dans cette vidéo, on les verra dans un second temps en épluchant vraiment en diagonale le patch note de Blender directement sur leur site. Donc tout d'abord, on a un nouveau splash screen de Joanna Kobierska, donc très jolie réalisation. Pour plus de détails, vous pouvez vous référer comme d'habitude au site de Blender. Et la première fonctionnalité dont on va parler aujourd'hui, c'est cette nouvelle icône présente à gauche, qui est totalement nouvelle, qui normalement aurait dû arriver dans la 2.91 juste avant, mais ils avaient eu un petit peu de retard, des soucis de stabilité, donc ils ont décidé de ne pas l'incorporer. Et c'est très bien parce que du coup maintenant on a la fonctionnalité qui est entièrement stable. Ça permet tout simplement de rajouter un volume, c'est-à-dire un objet, une primitive, directement dans la vue 3D avec un glisser-déposer de la souris, un petit peu à la manière de ce qu'on a sur 3ds Max ou d'autres logiciels, et c'est beaucoup plus intuitif, et ça a pas mal d'avantages. Donc je vais supprimer ce cube de base, et vous, par défaut, quand vous rajoutez un objet actuellement dans Blender, vous faites Shift A, Mesh, Cube par exemple. Mais maintenant, ce bouton à gauche vous permet de rajouter un cube ou d'autres primitives automatiquement et beaucoup plus intuitivement. Donc je clique dessus, j'ai une sorte de grille avec une échelle un petit peu particulière qui apparaît, et ça m'indique bien où est-ce que je vais pouvoir réaliser mon objet. Donc là, je laisse enfoncer mon clic gauche, je vais jusqu'ici, par exemple, je lâche mon clic gauche, et là l'opération n'est pas finie, j'ai uniquement défini la base de mon objet, et maintenant je peux lui donner un volume en hauteur. Et je clique, et là il m'a bien rajouté mon objet. Alors ce qui est très intéressant, c'est que déjà on a pas mal de paramétrages ici que l'on peut modifier, voilà, mais on va pas le voir aujourd'hui parce que je veux aborder uniquement la version rapide des fonctionnalités, sinon je ne peux pas tout présenter. Mais si je vais dans Item, vous voyez que la dimension de mon cube n'est pas homogène en X, Y et Z. Donc ça, je l'ai fait exprès. Malgré tout, l'échelle, elle est bien en 1, 1, 1. Alors que si on rajoute un objet par défaut dans Blender avec Shift A, qu'on modifie son échelle en Object Mode avec S, vous savez qu'ensuite il y a des soucis, on est obligé d'appliquer l'échelle pour travailler correctement par la suite et éviter certains soucis. Donc là, ça se fait tout seul. L'autre avantage, c'est quoi? Vous remarquez depuis tout à l'heure que quand je bouge, il y a ma grille qui va automatiquement s'ajuster à l'orientation de mon objet. Donc, on le voit en cube, mais on le verra encore plus si je passe en Add Cylinder. Si je me mets sur le côté, vous voyez, j'ai bien mon cylindre qui va se rajouter en suivant l'orientation de cette face. Si je me mets dessus, pareil. Et si je me mets sur ce côté-là, c'est également fonctionnel. Donc ça peut être très pratique pour modéliser par exemple des environnements très rapidement de manière brute et ensuite venir rajouter des détails par-dessus. Donc pour faire une sorte de représentation globale de scène, positionner des objets, ce sera beaucoup plus rapide que l'ancienne méthode. Alors il y a quelques raccourcis clavier que je juge intéressant de vous préciser. Si vous survolez avec votre curseur le Add présent à gauche, donc là en l'occurrence le Add Cylinder, vous avez différentes options. Vous avez le Left Control qui permet d'activer le snapping, le Alt qui permet de faire quelque chose par rapport au centre, et le Shift qui permet de fixer l'aspect. Alors ça c'est quoi? C'est un petit peu flou comme fonctionnalité quand on le lit comme ça. Alors fixer l'aspect déjà avec Alt, c'est assez simple à comprendre. Ça vous permet de verrouiller un ratio en 1, et 1 que ce soit en largeur et en hauteur. Ou en profondeur, ça dépend comment vous voyez la chose, longueur, largeur. Là vous voyez, ma forme est libre de rectangle. Donc je peux justement faire un rectangle. Mais si j'appuie sur Alt, Shift pardon, ça va bloquer pour faire un carré. Donc Shift permet de bloquer et Alt, j'ai inversé, ça permet de faire par rapport au centre. Donc là vous voyez, Shift, ça me fait bien un carré, non un rectangle, ça bloque. Et Alt, ce qui était par défaut mon coin, devient mon centre. Et je peux coupler ces deux raccourcis. Donc là si je fais uniquement Alt, certes c'est centré sur mon premier clic, mais du coup j'ai une forme libre. Et si je fais Alt et Shift, j'ai une forme centrée, mais de taille carrée. Ok? Et donc si je lâche, ensuite je peux faire quelque chose comme je souhaite. Et avec Shift, ça me permet d'obtenir un cube parfait qui a les mêmes dimensions en X, Y et Z. Donc ça c'est très pratique. On a également le snapping. Le snapping c'est quoi? C'est quelque chose qui va permettre de s'accrocher à la géométrie déjà présente dans Blender en 3D. Donc c'est avec la touche CTRL. Donc là si j'appuie sur CTRL, vous voyez qu'en plus dans ma grille au centre, j'ai un petit cercle qui apparaît. Ce cercle ça va bien m'indiquer que Blender il cherche un endroit sur lequel s'agripper. Par exemple une face. Ou, bon une face c'est pas très explicite pour le cas parce que ça va toujours se rajouter sur une face, mais ça devient intéressant pour les arêtes. Vous voyez? Ou pour les points. Directement là je peux cliquer sur ce point, cliquer également là, et je suis sûr que la taille fera exactement la même chose. Ça peut être intéressant également si j'utilise ça avec un cône par exemple. Je me mets ici et je suis sûr que là mon cône va être centré sur mon objet avec les mêmes dimensions de chaque côté. Donc ça c'est très intéressant. Par défaut, le snapping il est à la géométrie.
Si vous passez en mode default, ça va avoir rien à voir avec ce que vous avez derrière. Donc il ne va pas essayer de s'agripper à une arête ou à un point, mais tout simplement la grille globale de Blender. Donc ça va vous faire des formes de 0,5 en 0,5 ou de 1 par 1, ça dépend comment vous avez paramétré votre logiciel. Donc c'est deux référentiels différents, je vais repasser en géométrie. Quelque chose qui est également intéressant, c'est l'orientation et le depth. Alors le depth, ça va permettre de changer un petit peu la manière de profondeur. Donc là, il va s'aligner sur l'objet et ensuite il va continuer, alors que la surface, c'est vraiment sur la surface de l'objet. Donc ça, c'est un petit peu différent. En gros, c'est toujours un petit peu comme le snapping. Soit on fait par rapport à la géométrie de l'objet, soit par rapport au world. Donc ça, on le reverra par la suite si vous voulez. Donc l'orientation est également très intéressant. Par défaut, vous remarquez, comme j'ai montré tout à l'heure, que ça va suivre les faces survolées. Là, si je me mets sur cette face, ça va bien se positionner par rapport à son orientation. Malgré tout, si je veux désactiver ça, c'est possible. En gros, je peux passer en default, auquel cas, là, Blender, il va toujours prendre en compte les superpositions de faces, il ne va pas vous faire un objet dans un autre, ce ne serait pas correct. Mais sur le côté, par exemple, là, si je me mets en cylindre, ben, il va faire tout le temps en hauteur, alors que si je fais en orientation par surface, si je fais la même manipulation, cette fois-ci, il va bien être perpendiculaire à la face qui est sélectionnée. Donc cette fonctionnalité, elle est vraiment très intéressante et elle est apparue dans la 2.92, même si elle devait apparaître avant, maintenant elle est très stable. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. Donc je vais faire hop, une nouvelle version et je rajoute les raccourcis clavier. Nouvelle version, nouveau fichier, pardon. Donc maintenant, la nouvelle grosse fonctionnalité, vous en avez dû, je pense, en entendre parler, c'est sûr, c'est tout simplement le Geometry Node. Alors je vais rajouter un monkey et je vais rajouter par exemple un plan. Je vais changer un petit peu sa taille, faire pas mal de subdivisions comme ceci et le modifier très rapidement pour que vous puissiez voir comment ça se comporte. Ok, donc là j'ai un plan avec un objet de type monkey de base, donc rien de bien intéressant pour le moment, rien de nouveau. Ce qui est totalement nouveau, c'est cette fonctionnalité, le Geometry Nodes, qui est présente dans le changement de base d'une fenêtre. Je vous rappelle que vous cliquez en haut à gauche, et je vais aller par exemple dans Geometry Nodes Editor et je clique dessus. Et là on a ceci. Donc il me demande qu'est-ce que je vais faire. Je vais faire un nouvel arbre. Donc je fais new et je vais l'appeler par exemple test 1. Voilà, pas très explicite, mais c'est pour l'exemple. Et je vais zoomer. Ça ressemble à quoi? On a un groupe input, on a un groupe output, et là également on a des entrées et des sorties. Alors pour vous synthétiser, vous résumer la fonctionnalité du Geometry Node, ça permet de créer vos propres modifiers dans Blender avec des valeurs. Donc ça c'est vraiment top. Par exemple, je vais manipuler des points, donc je pense que c'est le plus explicite visuellement pour que vous puissiez comprendre. Donc avec Shift A, je vais pouvoir ajouter des fonctionnalités propres vraiment à cette nouvelle fonctionnalité de Nodes Editor. Donc la plupart vous ne les retrouvez pas ailleurs. Certaines sont communes, le math par exemple, ou d'autres comme ça, mais certaines sont vraiment propres à ce qu'on a dans Blender. Donc si je vais dans Point, je vais d'abord rajouter un Point Distribution. Donc là vous voyez, ça me distribue des points aléatoirement sur ma courbe. Donc ça déjà c'est pas mal, mais on voit pas trop l'intérêt, mais ça peut être déjà intéressant. Ensuite Point Scale, ça permet de changer l'échelle de ceci. Et ensuite, avec Shift A, je vais rajouter un Point Instance. Donc ça, c'est pas mal parce que ça me permet de piquer, de sélectionner un objet, par exemple celui-ci, et ça va me rajouter cet objet-là sur mon plan. Donc il y a quelque chose à changer. Voilà, on pourrait changer le seed, on pourrait changer la density, mais surtout, ici, le Point Scale va passer en vector. Et là, vous voyez, on a ça. C'est pour ça que ça ne s'affichait pas au début. Alors, l'échelle est beaucoup trop importante. Donc comment je pourrais faire pour changer ça? Plusieurs possibilités. Donc je vais très vite parce qu'on fera des tutos que sur ça. Je peux rajouter tout simplement une node qui s'appelle value, que je vais relier ici. Et je vais pouvoir baisser du coup ceci. Et ça va vraiment baisser l'échelle. Donc je vais mettre 0,01. Ça va baisser l'échelle de mes objets qui sont instanciés sur celui-ci. Densité, ça va augmenter le nombre de particules. Donc si je le mets au max, on va s'approcher de la géométrie de base. Mais ce qui est également très intéressant, c'est que je peux rajouter l'ancienne géométrie avec le nouveau système de particules, entre guillemets. Ce ne sont pas des particules, là, je rappelle, c'est généré avec le Nodes Editor de ces Geometry Nodes. Mais si je vais par exemple dans Géométrie, Join Geometry, je peux relier ceci avec la géométrie de base et on aura à la fois le plan plus les particules. Et je peux toujours changer plein de choses. Je pourrais même rajouter un point rotation pour changer ça. Et ce qui fait la force de ce système-là, c'est que comme j'ai dit, ça permet de créer vos propres modifiers et donc vos propres paramétrages. Donc par exemple, si je vais dans le groupe input, ici, je peux rajouter dans les inputs des valeurs. Donc je vais par exemple mettre une qui s'appelle densité, voilà, et je vais en rajouter une autre qui s'appelle échelle, voilà, pour la taille de mes objets. Et je vais relier cette densité-là ici,
et cette échelle-là au factor. Comme ça, j'ai plus besoin de ça. Et là, il y a tout qui disparaît. C'est bizarre, hein. En fait, c'est tout à fait normal. Parce que si vous allez dans modifier ici, vous remarquez qu'il vous a automatiquement créé un modifieur de type Geometry Nodes avec le nom que vous lui avez indiqué et les deux valeurs, densité et échelle, que j'ai définies ici. Vous pouvez d'ailleurs changer sa valeur par défaut. Voilà, bon, je vais la remettre à 0. Son minimum, son maximal. Donc vous avez plein de choses. Et si je change ici la densité et l'échelle, vous voyez que ça fonctionne bien. Donc en temps réel, je vais pouvoir changer les valeurs de mon modifieur personnalisé pour voir ce qu'on obtient dans la vue 3D. Donc ça peut être vraiment sympa. Pour la démo, c'était souvent une sorte de sol avec des cailloux placés un petit peu partout. Mais vous pouvez tout gérer en temps réel grâce à vos propres modifiers. Et ça, c'est vraiment bien. Ça, c'est vraiment bien, c'est très fluide. Le fait de pouvoir rajouter des attributs personnalisés et les remodifier, ça évite à chaque fois d'aller toucher aux Nodes Editor. Donc je pense qu'on va pouvoir faire des choses vraiment sympas avec ça. Donc voilà, c'était vraiment une présentation de base, hein. On peut faire plein de choses avec. Donc je vous laisse regarder sur le site de Blender où les fonctionnalités sont expliquées de manière très explicite. Donc ensuite, on a enfin quelque chose qui permet de copier les modifiers par rapport à une sélection. Donc ça, c'est vrai que c'était quelque chose qui n'existait pas et qui était assez dommage. Donc je vais dupliquer, voilà, par exemple, 3 cubes. Sur celui-ci, je vais rajouter un subdivision surface, par exemple, sur lequel je vais mettre un wireframe. Voilà, donc on a ça. Maintenant, imaginons que j'aimerais bien... Donc je vais faire exprès de ne pas avoir à chaque fois le même objet, comme ça vous voyez bien comment ça se comporte. Voilà. J'aimerais bien appliquer sur cette sélection-là ce modifieur. Ce modifieur-là. Donc je peux sélectionner mes objets, sélectionner en dernier l'objet que je vais définir en tant qu'actif, et je peux cliquer sur cette petite flèche-là et faire Copy to Selected. Et là du coup il va me copier le subdivision, et si je vais ici que je fais Copy to Selected également, il va me copier le second modifieur. Donc ça permet vraiment de placer les modifieurs comme je le souhaite par rapport à une référence de base. Donc si j'ai 50 objets dans une scène et que je veux appliquer les modifieurs d'un objet sur les autres, je peux facilement le faire. Avant, on était obligé de faire CTRL-L, rajouter les modifieurs. Et là, l'avantage, c'est que je peux choisir quel modifieur je veux appliquer sur les autres objets. Donc vous voyez, c'est vraiment très rapide. Malgré tout, ils restent indépendants chacun, hein. Donc si je bouge ensuite le modifieur d'un objet en particulier, ça ne va pas impacter les autres. Donc ça, c'est intéressant. Parce que par exemple, mon cube, à la limite, je peux rajouter d'autres subdivisions, mais celui-là qui est assez dense, déjà par défaut, j'ai pas envie de lui rajouter. Donc ça, c'est très pratique. Ensuite, on a des modifications sur le Grease Pencil pour les animations 2D. Alors, je suis loin d'être un expert en ça, donc je vais vous montrer les fonctionnalités que je trouve intéressantes. Sinon, on ira sur le site également pour comprendre un petit peu mieux. Dans le Grease Pencil, à l'époque, quand on dessinait quelque chose, on ne pouvait pas le paramétrer comme un objet de type courbe. Maintenant, c'est possible. Si j'appuie sur Tabulation, en haut, je peux activer le Curve Editing. Voilà, donc j'ai différents paramétrages. Et quand je clique sur mon objet, vous voyez qu'il y a des courbes qui vont apparaître exactement comme des courbes de Bézier et que je vais pouvoir manipuler. Donc si je fais Curve Editing, je peux changer par exemple la résolution de la courbe. Voilà, je peux changer le threshold, je peux changer différentes informations et je peux par exemple sélectionner un point en particulier. Je peux faire des subdivisions également. Voilà. Et pour vraiment modifier la courbe comme je le souhaite. Donc ça, c'est très intéressant. Alors du coup, comment on fait pour sélectionner les points? Je vous avoue que j'avais pas trop touché à l'interface. Il vous faut aller en haut à gauche, vous avez des modes de sélection. Ok? Donc par défaut, ça va être celui-là. Donc vous n'allez pas vraiment... Là, c'est All Stroke Points, c'est-à-dire que ça va vous sélectionner tout le tracé. Donc si vous voulez vraiment voir comment ça se comporte avec l'édition de Bézier, vous pouvez aller en haut à gauche dans le Only Point, sélectionner par exemple un point et le déplacer, changer son échelle, changer par exemple son orientation et en temps réel, ça va se faire. Et comme d'habitude, Curve Resolution, vous pouvez changer comme vous le souhaitez. Donc en fonction des détails dont vous avez besoin, vous pouvez le modifier et ça c'est vraiment très intéressant. Donc également quelque chose qui est vraiment très bien, c'est l'interpolation. Donc l'interpolation c'est quoi? C'est tout simplement une méthode qui permet d'interpréter deux positions. Donc par exemple si je fais ceci, voilà, j'avance, je vais à la keyframe numéro 30, je fais un petit peu la même forme mais qui a changé par exemple un petit peu d'orientation. Je peux aller en bas dans ma timeline, au milieu par exemple, je vais dans Interpolate, il me demande le nombre d'étapes, donc ça c'est pas très important au début. Par exemple en custom, si je veux une petite accélération au début et à la fin, enfin du moins une courbe en S, et je fais Sequence, et là automatiquement il va m'interpoler, vous voyez, l'animation. Donc je passe de ma keyframe numéro 1 où j'ai dessiné ce trait là, à la keyframe numéro 30 où j'ai dessiné ce trait là, et lui automatiquement, il va m'interpréter pour faire ceci. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et
la grosse force de ça, je pense, c'est qu'on peut vraiment choisir le type. Donc si je refais une nouvelle animation, je vais décaler pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe en bas, parce que tout à l'heure, je pense qu'on ne voyait pas. Je vais dessiner, par exemple, je sais pas moi, une sphère qui ressemble à ça. Un rond, pardon. Je vais aller à 30. Je vais la dessiner ici, de taille un petit peu différente. Voilà, c'est pas très grave, c'est vraiment pour l'exemple. Et là, si vous allez dans Interpolate, au lieu de linéaire, par exemple, vous tapez Bounce, Sequence, et là, automatiquement, regardez ce que ça va vous faire. Vous voyez, ça vous fait rebondir la balle. Parce que ça va interpoler avec une courbe qui rebondit, et du coup, ça donne vraiment l'effet que la balle rebondit. Et de manière très simple. Donc ensuite, ce qui est très intéressant, c'est le Sequence Tracing. Donc ça, je ne peux pas vous le montrer facilement ici. Donc le Sequence Tracing, c'est quoi? C'est quelque chose qui permet d'importer tout simplement un GIF ou autre en noir et blanc, de le convertir en tracé dans Blender. Donc là, vous voyez, il a importé une vidéo, une animation qui a peut-être été dessinée et scannée à la main, donc c'est très intéressant. Ensuite, vous pouvez convertir en séquence et c'est exploitable directement dans Blender. Donc ça, c'est vraiment très intéressant parce que qui dit exploitable dans Blender dit également modifiable. Là, vous voyez, il y a des petits soucis de conversion. Donc, lors de la démo, ils vont bouger carrément certains points. Ils peuvent également le modifier en temps réel et ça va s'appliquer sur l'intégralité du keyframe parce qu'on va changer carrément la topologie. Donc ça, c'est vraiment pas mal et c'est extrêmement puissant, cette conversion-là. Donc ça, c'était pour le Grease Pencil. Ensuite, nous avons des nouvelles fonctionnalités en ce qui concerne le moteur de rendu Eevee. Dans le moteur de rendu Eevee qui maintenant est sélectionné par défaut, à l'époque ne proposait pas de faire ce qu'on appelle du Cryptomate. Ça permet, le Cryptomate c'est quoi? D'indiquer grosso modo une sorte d'identifiant sur des objets dans une scène 3D lorsque vous faites un rendu et du coup de bien pouvoir les distinguer pour de la composition après coup et dire ça c'est un objet et pouvoir facilement les sélectionner sur une scène et éviter de faire des rendus par calque. Donc là par exemple, imaginons que j'ai une scène qui ressemble à ça, donc je vais juste hop là, un petit peu la décaler, comme ceci. Si je fais un rendu avec F12, voilà, avec Eevee, j'ai ça par défaut. En haut à droite, dans Combine, je rappelle que vous pouvez sélectionner les différentes passes calculées par Blender, les passes. Par défaut, il n'y en a pas, il y a uniquement la Combine et la profondeur. Donc pour activer cette nouvelle fonctionnalité de Cryptomate, il vous faut aller ici dans le View Layer Properties, vous descendez en bas, et là vous avez ceci qui est nouveau. Vous avez des Cryptomates pour les objets, les matériaux et les assets. Je vais vous montrer par les objects parce que c'est le plus intuitif et c'est celui qu'on utilise le plus souvent. Si j'appuie sur F12, rien ne change par défaut, c'est normal. Maintenant, en haut à droite, vous avez bien les passes de crypto qui ont été rajoutées. Et si je vais par exemple sur 001, vous voyez, ça a bien distingué par exemple le plan de mon cube et de ma sphère. Et ça permet vraiment de sélectionner les objets de manière très simplifiée. Donc ça, pour le post-traitement, c'est beaucoup utilisé. Vous voyez, il y a un petit liseré autour qui vous empêche de sélectionner deux objets qui vont par exemple se superposer. Et on verra peut-être des vidéos avec le compositor, où je vais vous montrer comment rajouter une profondeur de champ grâce au Cryptomate en sélectionnant certains objets. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc ensuite, on a une nouvelle fonctionnalité de simulation avec le fluide. Donc si j'ai un cube, donc je rappelle, qui sera le domaine, si je rajoute une UV Sphere. Donc je vais juste vous montrer où est présente la nouvelle fonctionnalité, mais la démo sur le site de Blender est beaucoup plus parlante parce que là je ne vais pas lancer tous les calculs. Mais sachez que maintenant, si vous rajoutez par exemple un domaine ici, qui possède du liquide, avec là également un flow qui par exemple est un liquide également, et que vous mettez en inflow, si je sélectionne mon domaine, si vous descendez un petit peu, on a un simulation method. Maintenant on a le flip qui était l'ancienne version, et maintenant on a le APIC. Et là, je peux par exemple voir ce que ça donne. Et en fonction des simulations, d'après ce que j'ai lu, c'est un petit peu plus optimisé. Ça évite la perte de la matière qui par moment, dans l'ancien système de simulation, n'était pas trop cohérent. Donc voilà, à vous de tester en fonction de la dimension également, l'échelle de ce que vous voulez obtenir. Si par exemple, vous voulez simuler une rivière, vous n'allez peut-être pas utiliser la même méthode si vous voulez simuler uniquement une goutte d'eau qui tombe. Voilà, donc renseignez-vous à ce niveau-là. On ira voir juste après sur le site de Blender quelle est vraiment la différence. On a également maintenant de la nouveauté dans le Compositor, donc qui permet, je rappelle, de faire une sorte de post-process dans Blender directement. Donc si je vais dans le Compositor, je vais importer tout simplement une image, j'active le backdrop, et qui permet maintenant de gérer l'exposition d'une image. Donc je m'explique. Je vais me mettre en Split Viewer, comme ça on va bien voir la différence. Image, 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 image. Donc voilà, ça c'est un rendu que j'avais fait il y a déjà un petit moment. Je vais mettre en View Fit au background, voilà. Donc ça c'est mon rendu. Imaginons que je veuille changer l'exposition. Avant c'était pas possible simplement dans Blender. Maintenant si j'appuie sur Shift A, alors je sais pas exactement où ils l'ont mis mais on peut le rechercher. Si je tape Exposure, je peux le placer
peu importe sur un nœud, et je vais pouvoir changer l'exposition, vous voyez, en temps réel. Et ça, c'est vraiment bien, parce que l'exposition, ça va vraiment prendre les points lumineux et les accentuer. C'est pas tout simplement une augmentation de la luminosité. Et je peux bien voir avec le factor la différence en temps réel. Donc c'est assez bien. Alors leur démo sur le site est vraiment faite exprès, où il y a des sources lumineuses. Là vous voyez, j'ai fait exprès d'accentuer. Mais vous voyez que la différence est vraiment sympa. Bon, le split viewer au passage, pour ceux qui ne connaissent pas, ça permet vraiment de voir en temps réel la différence en X ou en Y. Donc ça c'est vraiment bien. Et c'est une fonctionnalité qui a été rajoutée. Donc l'exposition avant n'était pas éditable directement dans le compositor, le post-process de Blender. Également maintenant, une nouvelle amélioration. Donc ça va surtout intéresser ceux qui possèdent les cartes RTX. C'est pas mon cas, mais il y a eu des tests sur GTX et c'est pas encore très optimal. Vous pouvez passer en Optics et activer le rendu hybride GPU-CPU. Voilà, donc ça va améliorer considérablement le temps de calcul, ça va être beaucoup plus rapide. En CUDA également, il y a beaucoup moins de bugs. À l'époque, quand on activait à la fois le GPU et le CPU, des fois on gagnait pas forcément du temps, même on en perdait dans les rendus. Maintenant, j'ai fait des tests et effectivement, quand on a uniquement la carte graphique, dans les tests que j'avais fait, j'étais à 10 secondes. Uniquement le CPU, j'étais à 15 secondes. Et les deux, je tombais à 8 secondes. Donc quand même, c'est pas mal, 20% de performance. Donc je vous conseille, pour ceux qui ont une carte Nvidia, d'aller dans CUDA ou Optics, si c'est compatible, de cocher à la fois GPU et CPU. Et du coup, vos rendus seront un petit peu plus optimisés. Et enfin, pour le Sculpt Mode, donc là également une nouvelle fonctionnalité qui permet de modifier la silhouette sans toucher au reste de la topologie. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Je vais juste hop là, changer un petit peu la topologie de mon objet. Je vais rajouter avec CTRL 3 voilà, du détail. Si je passe en Sculpt Mode, que j'augmente considérablement le radius, si je passe en Grab, donc pour déplacer vraiment une partie de l'objet. Par défaut, si je sélectionne ce point-là que je déplace, vous voyez, ça va également me déplacer l'autre bord de mon objet. Donc ça peut être un petit peu embêtant. Donc j'étais obligé de zoomer avant, de bien sélectionner mon radius comme je le souhaitais. Je peux augmenter la force pour pas faire de bêtises. Maintenant, grâce à cette nouvelle fonctionnalité, si je vais ici dans mon Tool Editor, qui est également présent là, ça change rien, mais moi je préfère l'afficher là, on a quelque chose qui s'appelle Grab Silhouette. Et si je clique dessus, si je sélectionne cette partie-là, vous allez voir que ça va me déplacer uniquement la silhouette qui est survolée, sans pour autant toucher à l'autre côté de l'objet. Donc ça, c'est assez intéressant. Je vais baisser un petit peu le radius. Voilà, vous voyez, là, je peux déplacer ma partie droite de l'objet sans que ça touche à gauche. Et ça, c'est assez intéressant pour ceux qui font de la sculpture, pour éviter de toucher à l'autre côté et avoir des soucis. Bon, il faut bien le sélectionner, bien évidemment. Là, j'ai mon radius qui est pas bon avec ma force, mais ça fonctionne très bien. Voilà, vous voyez, je peux changer comme je le souhaite sans toucher à l'autre côté. Donc il va uniquement sélectionner ce qui a été pris par défaut dans la brosse sans pour autant, donc là vous voyez on voit très bien, sans pour autant bouger l'autre côté. Donc la démo sur le site Blender une fois de plus est très explicite parce qu'ils avaient pris des objets exprès pour. Je crois qu'on le voit mieux si je prends directement un cylindre que je remodifie. Mais voilà, donc c'est à peu près tout pour les fonctionnalités principales. Il y en a beaucoup d'autres, donc on va les regarder vite fait. Je vais sur le site de Blender. On a tout d'abord le Geometry Node. Donc c'est ce que je vous ai montré avec par exemple, vous voyez un sol qui va faire apparaître un certain objet, une instance que vous pouvez choisir. Et l'avantage c'est ceci, c'est qu'on peut vraiment définir ses propres attributs pour les modifier en temps réel dans le Modifiers avec le nom qu'on a donné et le passer de projet en projet. Ce serait vraiment sympa de pouvoir copier-coller les nodes. Je ne sais pas si ça a été implémenté encore, mais je pense que ça va arriver pour vraiment réutiliser vos travaux à ce niveau-là. Donc le Geometry Nodes, ça c'est vraiment très intéressant. Je pense que c'est la fonctionnalité principale dans cette version-là. Voilà, donc vous avez même une documentation que pour ça, parce que vu que c'est une nouvelle fonctionnalité, il y a beaucoup de choses à connaître. Et l'avantage, c'est qu'on peut animer tout ça. Donc toutes ces valeurs-là, je peux les animer. Donc je peux déplacer mes particules, entre guillemets particules parce que ce sont des instances qui sont créées. Je peux faire plein de choses. Nous avons ensuite des modifications pour le sculpt. Donc là, vous pouvez regarder pour le pinch notamment, pour la topologie qui change un petit peu. Le silhouette. Donc là, vous voyez, cet exemple est encore plus parlant parce que du coup, ça ne va pas influencer sur l'autre côté des doigts. Si je fais read more, peut-être qu'on peut le voir en plein écran. Vous voyez, là, ils ont un petit peu pris le même objet par rapport à ce que j'avais. Par défaut, ça déplace tout. Vous le voyez très bien. Il active le Grab Silhouette. Et maintenant, quand il se met sur le côté, mais ça ne va pas changer la forme de l'autre côté, malgré le fait qu'elle soit prise en compte dans le radius. Donc ça, c'est très intéressant.
Donc ça peut aider pour modifier uniquement la silhouette. On a un nouveau Elastic Snake, donc un nouveau type de déformation qui permet de sculpter encore plus rapidement certains types d'objets. On a le Chop, oui, qui permet carrément d'enlever une partie de la topologie lors de la sculpture pour pas s'embêter avec certaines choses. Donc c'est bien Visually Remove Parts, c'est-à-dire que ça l'enlève uniquement en termes de visu, c'est une sorte de masque, ça va pas vous l'enlever vraiment de la topologie, mais ça permet de modifier un petit peu tout ça de manière simplifiée. Donc il y a plein de nouvelles fonctionnalités en ce qui concerne le sculpt, donc vous pouvez y jeter un coup d'œil, vous pouvez même télécharger un fichier de démo. Et on arrive au Grease Pencil. Dans le Grease Pencil, ce que je vous montrais tout à l'heure, la conversion en courbe. Donc là vous voyez le sourcil par exemple du monkey, ben maintenant on peut passer en curve editing et directement bouger les points. Donc ça c'est très pratique et ça se comporte comme une courbe de Bézier. Donc vous avez toujours possibilité de bouger les tangentes et les poignées pour influencer sur la courbure de vos tracés. Donc ça peut être intéressant pour dessiner et reprendre un petit peu de manière un petit peu plus poussée les dessins que vous avez fait. Donc le Trace Motion, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Le Smooth, alors là, la démo est encore plus explicite parce que moi je vous avais fait uniquement avec un trait. Là, c'était l'ancienne interpolation à gauche qui était déjà pas mal, mais qui des fois, vous voyez, faisait disparaître certains éléments. Alors qu'à droite, c'est avec la nouvelle, vous allez voir que le résultat est vraiment bluffant. Voilà, donc ça va changer carrément toutes les formes des tracés avec un algorithme vraiment puissant pour passer de la position A à la position B. Donc ça, c'est vraiment bien. Donc vous avez plein de modifications à ce niveau-là. Le Beyond Primitive qui permet du coup de rajouter de la primitive comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc là, il a en plus rajouté l'affichage avec une couleur aléatoire, un petit peu comme on a dans 3DS pour bien voir que les objets rajoutés à chaque fois sont indépendants. Mais très rapidement, vous voyez, on peut obtenir des choses vraiment sympas. Le Cryptomatte qui permet de différencier tous les éléments d'une scène, donc des AOV personnalisés. Un nouveau calcul de volume. Donc ça, je vous avoue que je ne peux pas vous le montrer parce qu'en simulation, ça prend trop de temps dans une vidéo telle que celle-ci. Mais maintenant, il y a un nouvel algorithme de simulation de fumée qui apparemment est beaucoup plus optimisé et permet d'obtenir des résultats beaucoup plus rapidement. Donc ça, c'est vraiment bien à tester. Pareil pour l'Optics. Donc Optics now support hybrid renderer to combine the power of your CPU and GPU. Donc vous pouvez utiliser à la fois votre CPU, c'est-à-dire le processeur, et le GPU, votre carte graphique pour faire des rendus. Donc ça doit aller beaucoup plus vite. Et là enfin c'est la différence entre le Flip et le APIC. Donc Flip procure a very precious simulation without a particle dispersed in the air. Donc là c'est vrai que le Flip par défaut ça va vraiment générer des particules qui montent en l'air un petit peu pour aucune raison en fait. Parce qu'il y a des problèmes de calcul, donc ça va dépendre vraiment de l'échelle de votre simulation, alors qu'à droite, c'est beaucoup plus stable et le rendu est un petit peu plus réaliste. Et également, ils ont rajouté un nouveau paramétrage qui est juste ici, qui s'appelle la viscosité donc, et qui permet d'obtenir des choses vraiment sympas, simuler de la glace par exemple, ou quelque chose d'épais comme du miel, alors qu'à l'époque c'était un petit peu difficile à gérer, alors que là il y a tout simplement une valeur viscosité. A noter que si vous mettez 0 en viscosité, donc ça je m'étais fait avoir quand j'avais testé, c'est pas pour autant qu'elle est désactivée. Donc au lieu de mettre 0, il vous faut vraiment enlever la coche, comme ça vous êtes sûr que ça prend plus en compte cette valeur-là. Donc le changement d'exposition, comme je vous ai montré dans le compositor, qui permet de changer en temps réel l'exposition, qui est vraiment sympa. Je peux même mettre, vous voyez, une color ramp pour l'exposition, et du coup, on peut vraiment avoir la main dessus comme on le souhaite. Et pour les animations, des rectifications, par exemple des discontinuités de l'heure, donc je suis vraiment pas un spécialiste, donc j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais ça corrige certains soucis. Donc voilà, vous pouvez lire tout ça. J'espère que vous aurez appris pas mal de choses. N'hésitez pas à télécharger la version qui est comme d'habitude entièrement gratuite. Je vous mettrai le lien dans la description. Directement avec ce lien-là, vous pourrez télécharger en haut. Vous pourrez regarder toutes les fonctionnalités. À chaque fois, si vous faites Read More, vous avez une notice qui apparaît, un manuel qui est vraiment très bien fait. Donc n'hésitez pas à aller regarder ça. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses, que vous allez vous amuser sur cette nouvelle version. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao.